Pour la plupart d'entre nous, les 7 à 77 ans, c'est en lisant Tintin au Tibet qu'on a entendu parler pour la première fois du Yéti, de l'abominable homme des neiges. Le Yéti semble occuper une place privilégiée dans ce qu'on pourrait appeler la galerie des monstres terrestres. Il se situerait quelque part entre l'homme et les grands singes. Aux yeux de certains, ce serait une sorte de chaînon manquant. Il y a également le célèbre Sasquatch, ou Bigfoot, un autre présumé homme-singe, des plus furtifs lui aussi, que l'on aperçoit encore sporadiquement, surtout dans les régions montagneuses de la côte ouest américaine, et même dans plusieurs États à l'est. Les vampires, les loups-garous, les autres manifestations encore plus étranges, voire invraisemblables, sont-ils le fruit d'imaginations débridées, dignes des illustrations de Jérôme Bosch, ou existent-ils vraiment? Le Yéti est indissociable des mythes et des légendes des Népalais. Desmond Doig, en compagnie de Sir Edmund Hillary, le premier homme à avoir vaincu l'Everest, a monté une très importante expédition. Il a constaté que les Sherpas en faisaient une description particulièrement détaillée. Les Sherpas le décrivent comme ayant la tête poilue, les oreilles assez pointues et le museau aplati. Il est poilu, il a la poitrine et le ventre lisses, et sa face ressemble à celle d'un humain. Il a très mauvais caractère, très mauvais, et on dit qu'il éventre ses victimes humaines s'il en a l'occasion. L'expédition de Desmond Doig a conclu que le Yéti n'était qu'un fantasme oriental, mais en rétrospective, il croit avoir eu tort. Je crains que notre expédition n'ait été un superbe gâchis. Tout Yéti, digne de ce nom, devait se tenir à très bonne distance de nous. Nous étions accompagnés de 600 porteurs et de 200 Sherpas, et nous étions une quarantaine vêtus de superbes anoraks aux couleurs vives. Nos tentes étaient très colorées également. Notre odeur, notre apparence étaient différentes. Notre comportement détonnait par rapport aux coutumes locales, et l'odeur de notre cuisine a dû horrifier tout ce qui se trouvait à portée de nez. Rien d'étonnant donc à ce que notre expédition ait conclu, assez tristement d'ailleurs, que Yéti n'existe pas. D'autres expéditions ont aussi échoué dans leur chasse à l'abominable homme des neiges. Mais depuis près de 3/4 de siècle, des Occidentaux reviennent de ces régions avec de nouveaux témoignages. Emil Wick était l'un des meilleurs pilotes de montagne. Il y a une vingtaine d'années, il a emmené un groupe de touristes japonais survoler la région de Kumchung-junga. J'ai aperçu, à flanc de colline, des pistes comme je n'en avais jamais vu auparavant. Je suis descendu et je les ai survolées en avion, cherchant à apercevoir un bout de papier, une canette vide, un mégot de cigarette, enfin, un indice quelconque. Mais il n'y avait absolument rien, rien d'autre que ces pistes. 4 de ces pistes se dirigeaient vers Chamlung, vers le nord. J'ai voulu les suivre, mais la dame qui était assise à ma droite m'a dit « Commandant, je regrette, mais nous vous payons pour survoler Kanchenjunga, pas pour vous laisser voler là où cela vous plaît. » Des témoignages, même de personnes crédibles et présumées dignes de foi, comme Sir Edmund Hillary, qui a fait la première ascension documentée de l'Everest, eh bien, ce ne sont malheureusement que des témoignages. Pour convaincre, il faut absolument des preuves tangibles. À défaut d'une capture ou d'un cadavre de Yéti, ce qui constituerait des preuves incontournables, on peut toujours commencer par des photos. En 1951, Eric Shipton et le docteur Michael Ward ont pris les premières photos d'empreintes de pied à la frontière du Tibet. Aucun doute possible. Ces empreintes étaient différentes de tout ce qu'Eric Shipton et moi avions vu ou imaginé jusque-là. Les empreintes étaient bien nettes dans la neige. Il devait y avoir 8 cm de neige au-dessus de la surface glacée, et on y distinguait clairement les 5 orteils. Le gros orteil ici, le deuxième, le troisième, le quatrième et le petit orteil là. On voit que le contour de l'empreinte est bien net. Et ici, au niveau du talon, on a dû appliquer un poids considérable, ce qui m'incite à croire que l'animal posait d'abord le talon au sol en marchant. Les empreintes ont une longueur d'une trentaine de centimètres et une largeur de 12 à 15 centimètres.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une méprise de piste d'autres animaux. On a laissé entrevoir toutes sortes de possibilités, comme le fait que cette empreinte, par exemple, soit en fait deux empreintes l'une sur l'autre, mais je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas que ce soit possible. Cette empreinte a été photographiée dans la vallée de Dodcosy en 1978 par Lord John Hunt, le colonel britannique qui a dirigé la première expédition qui a vaincu l'Everest. La créature avait défoncé une épaisse croûte de neige. La neige était épaisse et la pente très abrupte. La créature était lourde car elle avait défoncé une croûte de neige résistante sur laquelle nous ne laissions aucune trace. On pouvait apercevoir les empreintes des orteils dans la neige molle du dessous. Je ne crois pas que c'était des traces d'ours, car lorsque j'ai vu ces traces, j'étais avec des Sherpas qui affirmaient avec insistance que ce n'étaient pas des traces d'ours, mais de Yétis. Sur les photos prises par le jésuite français Pierre Bordet, les orteils sont bien visibles également. Ce n'est certainement pas un singe. Ce n'est pas un ours non plus, parce que l'ours a des griffes, cet animal n'a pas de griffes. Alors je pense que c'est un animal particulier dont on ne connaît pas l'existence exacte, parce qu'on n'en a pas de description précise. Mais j'en ai parlé avec plusieurs spécialistes, en particulier de paléontologie, et ils sont assez tentés de penser qu'il s'agirait d'un animal du groupe des préhominiens, donc de nos ancêtres lointains. Le chef d'escadron Lester Davis dirige maintenant l'école Outward Bound à Ullswater, dans le sud-est de l'Australie. En 1959, il a fait partie d'une expédition de la RAF et il a lui aussi trouvé des traces de pas dans la neige, dans la vallée de la Kultak. Elles avaient une profondeur de 12 cm environ. Avec mon sac à dos et ma ciné-caméra, je devais peser près de 80 kilos et je ne m'enfonçais que de 4 cm. Cette chose était énorme. La neige était coupée par un cours d'eau glacial et j'y suis entré. Je devais tenir ma caméra à bout de bras, car l'eau m'arrivait aux aisselles lorsque mes pieds ont touché le fond. L'eau était glaciale et j'en suis sorti, tant bien que mal, juste à côté de ces immenses empreintes. Nous avons aussitôt compris que cet animal, ce Yéti, ou peu importe, était sorti de l'eau en marchant sur ses pattes arrière. Les gars du British Museum ont déterminé qu'il devait mesurer 8 pieds et peser 380 kilos. Peu d'Occidentaux ont aperçu le Yéti. L'alpiniste anglais Don Willens a eu ce privilège en 1970. Il tentait alors l'une des plus difficiles ascensions qui soit. L'Annapurna, par la face sud. J'ai entendu comme un cri d'oiseau derrière moi. J'ai regardé le Sherpa et il m'a dit « Un Yéti s'en vient, Sahib ». Je me suis donc retourné brusquement et j'ai regardé vers le sommet de la montagne. J'ai aperçu 2 corneilles qui s'envolaient et une forme sombre qui se rabattait derrière la corniche. Ma première réaction, ça a été de me dire « Bon, qu'est-ce que je fais? Je prends le pic à glace ou quoi ?» Il a plutôt photographié les traces de pas. La nuit suivante, l'être est réapparu et il l'a observé de nouveau. Soudain, on aurait dit qu'il venait de se rendre compte qu'on l'observait en quelque sorte. Il est parti à toute vitesse et il a franchi toute la pente. Il a dû parcourir un demi-mille en diagonale vers le bas. Il se dirigeait de toute évidence vers quelques rochers qui affleuraient et il a disparu dans l'ombre des pierres. Je ne l'ai plus revu. Alors, peut-on conclure à l'existence du Yéti ou de l'abominable homme des neiges? Nous avons posé la question à notre spécialiste qui enseigne l'étude de la parapsychologie ou de ces phénomènes que l'on regroupe sous le vocable de psy, Louis Bélanger. L'abominable homme des neiges qui circule sur les neiges, on en a des traces, et la seule chose dont on est sûr, c'est la neige.
et les pistes, les empreintes, qui ont été documentées, photographiées par les alpinistes chevronnés et qui sont au-dessus de tout soupçon de fraude. Abominable, ça reste très subjectif, certainement pour la jeune Népalaise qui en a subi les attaques, mais en général, cette créature ne s'attaque pas aux êtres humains, plutôt aux animaux. Homme, ça c'est important dans notre recherche, est-ce que c'est un être humain? Les Sherpas la désignent comme Yété, de leur Yéti, et c'est pour identifier un animal et non un être humain qui circule dans les rochers. Alors, à la recherche d'une preuve physique, on aurait peut-être le fameux scalp porté par le chef du village, mais après étude, on s'est aperçu qu'il s'agissait de poils et de peau de chèvre népalaise. De sorte que, finalement, on a des indices intéressants, mais pas de preuve absolue de l'existence du Yéti. Yété ou Yéti pour les Népalais, Yeren pour les Chinois et Megwu ou Tremong pour les Tibétains. L'ensemble des observations qu'on a recueillies jusqu'ici nous permet tout de même d'en avoir une idée assez précise. Le Yéti serait un colosse, qu'on dit mi-homme, mi-singe, d'une taille de 2 mètres. Il serait couvert de poils bruns. Il vivrait, non pas dans la neige, comme on le dit, mais dans les forêts très denses du Népal, une région difficile d'accès, à 4000 mètres d'altitude. D'ailleurs, d'autres zones montagneuses abriteraient elles aussi cet être maintenant légendaire, aux yeux brillants et aux pieds énormes, qu'on appelle Almasty, dans le Caucase, Alma en Mongolie, et justement Bigfoot, ou Sasquatch, sur la côte ouest américaine. Dans la chaîne côtière du Pacifique, dans l'État de Washington, l'agent Ken Cooper de la police du comté de Rockingham, un chasseur d'expérience, était au volant lorsqu'il a entendu un bruit étrange. Je roulais vers le nord sur cette route, ici, et j'ai entendu une sorte de cri qui provenait de là, derrière. Et pendant tout le trajet, il a continué de crier. Toute la population du comté de Rockingham a pu l'entendre car je l'ai fait jouer dans le haut-parleur de l'autopatrouille. Le bruit que faisait cette créature a été enregistré par cet appareil. Nous avons envoyé cet enregistrement dans un laboratoire pour analyse et ils ont conclu que l'enregistrement ne contient aucun bruit métallique. Cela ne provient donc pas d'une machine quelconque. Ils ont affirmé que personne n'a les cordes vocales assez souples pour émettre simultanément les sons aigus et graves, comme ceux qui provenaient de cette chose. L'anthropologue Grover Krantz s'est intéressé de près au Sasquatch. Il est tellement convaincu qu'il y en a dans le nord-ouest des États-Unis qu'il part souvent à la chasse dans le but d'en suivre un et de le tuer. Je suis convaincu de l'existence de ces créatures pour plusieurs raisons. D'abord, et c'est peut-être la principale à mes yeux, une étude minutieuse des empreintes m'a convaincu que dans certains cas au moins, elles ne pouvaient avoir été fabriquées. Mais en outre, il y a toutes ces observations faites par des personnes irréprochables, d'une probité exemplaire. Les observations qui paraissent incontestables se comptent maintenant par centaines, du moins celles que je connais. Il doit y en avoir des milliers, en fait. Il est très difficile d'estimer combien il peut y avoir de Sasquatch. Je dirais que dans le nord-ouest des États-Unis, il doit y en avoir environ 200, et probablement autant dans les régions adjacentes de l'Ouest canadien. S'il y en avait moins, ce ne serait pas suffisant au maintien de la population, selon moi. Et s'il y en avait davantage, je pense qu'on en verrait plus souvent. Ici, dans le nord-ouest, sur la côte du Pacifique, il y a des milliers de kilomètres de territoires vides et inhabités. Il n'y passe presque personne, et il est vraisemblable qu'un être comme le Sasquatch puisse y vivre et qu'on n'en aperçoive qu'à l'occasion. Il n'y a rien d'étonnant non plus au fait que l'on n'ait jamais retrouvé de cadavre.
Mais c'est plutôt Bob Kimlin et son ami Roger Patterson qui se sont retrouvés face à face avec une énorme créature poilue pendant une excursion à Bluff Creek dans le nord de la Californie. Et cela alors qu'ils avaient avec eux une cinécaméra chargée. Au détour d'un virage, nous nous sommes retrouvés devant une grande créature poilue de forme humanoïde. Elle devait mesurer de 6 à 7 pieds. Elle nous a regardés pendant quelques secondes, puis elle a fait demi-tour et s'est éloignée lentement. Le sol était un peu calcaire et elle y a laissé de bonnes empreintes. Elle s'est éloignée en ligne droite de nous sans se presser, comme quelqu'un qui marche sur le trottoir en ville. Elle ne s'est jamais mise à courir. Il semble bien qu'il s'agissait d'une femelle, car elle semblait avoir des glandes mammaires. Elle semblait très souple, ses mouvements étaient très fluides, et elle était très musclée. Dans l'ensemble, on aurait dit un énorme être humain très poilu. Que penser de ce film? Et d'abord, est-il authentique? Nous avons posé la question à un paléontologue amateur qui s'intéresse tout particulièrement aux techniques de prise d'empreintes par moulage de plâtre, le Québécois Yvon Leclerc. On a un film qui a fait parler beaucoup, le film Flou. Maintenant, ce film-là, d'après les analyses que j'en ai vues, ça passait à peu près toutes les tests, sinon toutes les tests, comme étant un film authentique. Et l'animal, entre guillemets, qu'on voit sur le film, serait une femelle. Ce qu'on connaît vraiment de scientifique, on connaît très peu de choses, malheureusement, pour le public. Moi, que ça se peut ou ça se peut pas, ça me dérange pas. Je regarde les faits et je me dis, en science, il faut prouver. Okay? Donc, à partir de là, moi, je pense que le devoir d'un scientifique, c'est d'aller voir, sans préjugés aucun. Bon. Face au public aussi, qui je dois croire? Le docteur en biologie qui dit ça se peut pas parce que ça fait pas son affaire, ou celui qui a étudié le dossier, comme le docteur Krams, puisque les gens ne savent pas très souvent, c'est qu'il y a des scientifiques aussi sérieux qui ont étudié les dossiers. Donc, je pense à l'anthropologue Krams de l'Université de Washington, qui lui n'y croyait pas du tout. Et après avoir étudié 1089 empreintes, dit, oups, il y a des faits sérieux. C'est l'analyse comparative méticuleuse de ces empreintes qui a convaincu l'anthropologue Grover Krantz. Les preuves qui sont de loin les plus convaincantes, ce sont ces moulages de plâtre des empreintes que je possède. Je vais vous en montrer quelques-uns. En voici un qui a été fabriqué tout de suite après que Roger Patterson ait tourné son film dans le nord de la Californie. L'empreinte ne résulte pas seulement d'un enfoncement du pied dans le sol. En avançant, le pied a soulevé un peu de terre au centre, ce qui nous indique qu'il s'agissait d'un pied souple. Un pied fabriqué n'aurait pas pu laisser une telle empreinte. Cette autre trace est encore plus convaincante. Cette empreinte de 17 pouces a été prélevée dans le nord-est de l'État de Washington. Il s'agissait de toute évidence d'un individu infirme. Voici 2 empreintes de cet individu vues du dessous. On voit que le pied droit est infirme. On remarque surtout ces 2 bosses à l'extérieur du pied qui correspondent à un espacement des os. S'il s'agissait d'un pied humain gigantesque ou d'un pied fabriqué dans le genre de celui-ci, ces bosses seraient plus éloignées, plus près du talon. Cet écart nous indique qu'il s'agit d'un pied dont l'articulation est différente. Le talon est plus long et la partie antérieure plus courte. Exactement ce qu'il faudrait pour soutenir un animal de 800 livres. L'éleveur Grover Kiggins et sa fille Millie ont pu voir que Bigfoot a une enjambée qui correspond à la taille de ses pieds. Ils étaient sur leur terre, dans l'Oregon, lorsqu'ils ont aperçu des traces de pas. Nous les avons mesurés. Kiggins et sa fille Millie ont pu voir que Bigfoot a une enjambée qui correspond à la taille de ses pieds. Ils étaient sur leur terre, dans l'Oregon, lorsqu'ils ont aperçu des traces de pas. Nous les avons mesurés. Papa avait un ruban à mesurer avec lui. Il a monté la pente d'une enjambée que nous avons mesurée à 77 pouces et demi. C'est tout un pas. Puis il est descendu et il s'est arrêté au bord de la route. Il est entré dans les broussailles et dans le bois. Il avait une enjambée de 7 pieds lorsqu'il est entré ici.
et je l'ai suivi pendant un certain temps. Mais j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas m'aventurer plus loin pour voir ce qui avait laissé ces empreintes. À un endroit, il a dû franchir une clôture. Il l'a enjambée comme s'il n'y avait rien. J'ai dû me faufiler en dessous. Je pense que Bigfoot est un animal que nous connaissons déjà d'après les fossiles. En voici un spécimen. Il s'agit d'un moulage de plâtre d'une mâchoire inférieure de ce qu'on a appelé les gigantopithèques. Ces êtres vivaient en Chine il y a entre 500 000 et 1 million d'années, et je vais faire une comparaison avec les gorilles. Voici un plâtre d'un crâne de gorille. Cela vous donne une idée de la taille de cette chose. Cet animal devait peser plus de 180 kilos. Jetons un coup d'œil à la mâchoire inférieure. La partie la plus intéressante, c'est le dessous. C'est là que l'on voit le mieux la différence. Chez le gorille, les deux côtés de la mâchoire s'écartent très peu vers l'arrière parce que le cou du gorille est très loin derrière la tête. Pour que le cou puisse se déplacer vers l'avant, il faudrait agrandir l'écartement de la mâchoire pour lui faire de la place. Chez le gigantopithèque, l'angle d'écartement de la mâchoire est beaucoup plus grand et la seule raison évidente, c'est que le cou y passe. Cela signifie donc que la tête est placée directement au-dessus du tronc au lieu d'avancer vers l'avant. On peut donc présumer raisonnablement que cet animal était un bipède et marchait debout. Il appert en fin de compte que le gigantopithèque était un bipède qui se tenait droit debout, devait mesurer environ 2,50 m, peser 350 kg et sans doute être couvert de poils. Il vivait à une époque trop précoce pour avoir une activité culturelle et n'était probablement pas plus intelligent qu'un grand singe. Et c'est évidemment conforme en tout point à la description du Sasquatch qui vit aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une hypothèse, parmi d'autres beaucoup plus radicales notamment. Oui, Bélanger. Les empreintes et le film de Patterson sont au centre d'une controverse. Dans les milieux sceptiques circule l'histoire du bûcheron qui aurait fabriqué de ses mains des grands pieds de Sasquatch de 17 pouces de long et qu'il aurait utilisé autour du mont St. Helens. Lui-même, Mullins prétend que c'est grâce à sa mise en scène que serait née toute cette légende autour du Sasquatch. Alors que, depuis 150 ans, on rapporte des milliers d'apparitions et autant de traces. Alors, cette explication me semble exagérée. Elle ne peut pas rendre compte, donc, de tout ce qu'on a observé depuis 150 ans. Ensuite, Grover Krantz, l'expert en anthropologie physique, rapporte que les empreintes viennent de pieds souples. Alors, ça ne pourrait pas rendre compte de la fabrication de Mullins avec des pieds en bois rigides. De sorte que, finalement, d'un côté, c'est sûr que le film n'est pas une preuve de l'existence de la créature, mais d'autre part, la fraude ne peut pas rendre compte de tout le phénomène. Et on assiste encore à l'énigme et certainement à la polémique entre les scientifiques. Le plus fascinant en ce qui concerne le Yéti et Sasquatch, c'est la possibilité qu'il s'agisse d'un descendant d'un ancêtre commun des humains et des grands singes, le chaînon manquant en quelque sorte. Mais comme on le constate, il est très difficile de se faire une idée quant à l'existence de ces êtres presque mythiques qui nous échappent constamment. Les experts ne s'entendent pas. Mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première controverse, surtout entre scientifiques. En 1920, 4 hommes décharnés et désespérés parviennent enfin à sortir de l'enfer de la jungle de Maracaibo, au Venezuela. Ils sont les seuls survivants des 20 membres d'une expédition européenne qui avait entrepris de remonter le cours du Rio Catatumbo 3 ans plus tôt. Tous les autres sont morts, victimes de la fièvre ou des flèches empoisonnées des Amérindiens Mataloni. Or, l'un d'eux, le géologue François Deloy, est parvenu à conserver une extraordinaire photo qui va diviser les zoologistes du monde entier pendant 50 ans. S'agirait-il d'un singe jusque-là inconnu? Oui, répond Georges Montandon, le plus éminent zoologiste de France, qui le baptise aussitôt Amere Anthropoiadis loises, le singe de loi, alors que l'on n'avait pas encore trouvé de grands singes en Amérique. Mais de l'autre côté de la Manche, son rival mortel, Sir Arthur Keith, membre de la Royal Society, dénonce toute cette affaire comme étant frauduleuse ou insensée. D'un ton méprisant, il s'empresse de citer François Deloy dans le Illustrated London News, qui affirme que 2 animaux ont attaqué les membres de l'expédition de manière plutôt non orthodoxe, en déféquant dans leurs mains et en lançant leurs excréments aux intrus.
Cette créature n'est qu'un singe araignée d'Amérique du Sud dont on a coupé ou dissimulé la queue, d'affirmer Sir Arthur. Georges Montandon ne s'en laisse pas imposer. Il demande à son cousin qui travaille pour la Standard Oil à Tulsa, dans l'Oklahoma, de lui faire parvenir une caisse en bois de la Standard Petrol, semblable à celle que l'on apercevait dans la photo. Sur cette caisse de bois, Montandon place un singe araignée standard et un français tout aussi standard. Par comparaison, on en déduit que le singe de François Deloy mesure plus d'1,20 m. Pour Montandon, la démonstration est convaincante. Depuis, on n'a trouvé aucune autre preuve de l'existence de grands singes en Amérique du Sud susceptibles de disculper Montandon ou d'invalider la thèse du coup monté. Mais la question subsiste. Pourquoi un géologue suisse n'ayant aucun intérêt particulier pour la zoologie et qui voit ses compagnons mourir de maladie ou se faire tuer tout autour de lui, se donnerait-il la peine de monter un coup pareil? Pour cette raison, à défaut de tout autre, le grand singe de François Deloy demeure un mystère. Autre polémique qui a divisé les scientifiques, le fameux homme des glaces du Minnesota. Enfermé dans un cercueil de verre, c'était la principale attraction d'une exposition itinérante qui a attiré des foules considérables à la fin des années 60. Le conservateur du corps, Frank Hansen, a prétendu qu'on l'avait trouvé dans les eaux de fonte d'un glacier au large de la Sibérie, dans la mer d'Okhotsk. Pour les fins de l'exposition, on avait enlevé avec peine une bonne partie de la glace sur le corps. Le zoologiste Bernard Reuvelman se spécialise à la recherche. Par un heureux hasard, il se trouvait aux États-Unis lorsqu'on a annoncé la nouvelle de la découverte de l'homme des glaces. Il n'y avait aucun doute que nous étions devant une sorte d'humain. Pas un homo sapiens, mais une sorte d'humain étrangement poilu. Nous avons été frappés par plusieurs points. Les mains et les pieds étaient énormes. Et aussi, plus spécifiquement, les caractéristiques du visage qui étaient différentes de tout ce qu'on connaissait sur Terre. Il était évident que cet être avait été tué, car il lui manquait tout un œil. Et l'autre pendait hors de son orbite et il était tout maculé de sang. Nous avons donc pensé qu'il avait reçu un projectile dans l'œil et que le coup avait éjecté l'autre œil. Au début, Heuvelman s'attendait à une fumisterie, mais il a finalement été convaincu de l'authenticité de l'homme des glaces. En l'apercevant, on se disait qu'il était possible que ce soit un faux, un mannequin en caoutchouc ou Dieu sait quoi. Tout ce qu'on peut faire gober aux journalistes lorsqu'on affirme avoir vu quelque chose. Mais nous l'avons examiné pendant 3 jours, très attentivement. Et je vous assure que nous étions très méfiants au début. Mais au bout d'un moment, nos soupçons se sont envolés. Non, il n'y a aucun doute à mes yeux que j'ai examiné un homme de Néandertal, un survivant de l'époque des Néandertaliens. L'expertise de Bernard Heuvelmans a fait le tour du monde. Il affirmait que le cadavre fraîchement gelé était un homme de Néandertal, notre plus proche cousin ou ancêtre connu, une espèce que l'on croyait éteinte depuis 40 000 ans. Dans le tollé qui a suivi, l'homme des glaces a été relégué aux oubliettes et bon nombre de scientifiques ont affirmé que Bernard Heuvelmans s'était fait avoir. Notre spécialiste, Louis Bélanger, est allé aux nouvelles. Il y a 2 nouvelles. Je vais commencer par la bonne. C'est la fameuse créature, le singe sur le bidon d'essence. Eh bien, une étude à l'échelle a montré que la taille de cette créature était du tiers plus grande que le plus grand singe d'Amérique. Et puis, il y a eu, 11 ans plus tard, d'expéditions d'anthropologues italiens qui ont confirmé les observations de François Deloy, mais cette fois-là en Guyane anglaise. La mauvaise, eh bien, c'est le fameux homme de glace du Minnesota. Le gérant de la créature était un grand bonimenteur et un des 2 zoologistes s'en est méfié. Il a requis l'aide d'un collègue à la Smithsonian Institution de Washington et finalement ils ont découvert le poteau rose. 3 noms de compagnies qui avaient eu le contrat de fabriquer un homme de glace en latex et en caoutchouc. Voilà un cas pénible de naïveté
de la part de certains scientifiques. Évidemment, de telles erreurs de parcours de certains experts incitent les autres à redoubler de prudence. Lorsqu'on leur demande s'ils croient à la possibilité de l'existence du Yeti ou du Sasquatch, la plupart des scientifiques cherchent à se défiler, à esquiver le sujet. On n'ose pas dire non, mais surtout pas dire oui. Curieusement, certains d'entre eux, et non des moindres, se risquent à admettre cette possibilité, et ils encouragent même les recherches. C'est le cas notamment du célèbre paléoanthropologue français Yves Coppin. C'est un nom que vous connaissez peut-être. Il a été associé à la découverte de l'un de nos plus lointains ancêtres connus, la désormais fameuse Lucy. J'ai en effet toujours soutenu ces expéditions ou ces recherches, parce que tant que l'on n'aura pas le fin mot de l'histoire, ce peut être une question qui, scientifiquement, serait très intéressante, particulièrement intéressante. Ces êtres que l'on appelle Almasty ou Yeti ou Homme des Neiges ou Bigfoot sont en effet très énigmatiques, et dans une première approche, en tout cas en fonction des informations que l'on reçoit, des témoignages que l'on reçoit de la part de gens qui vont sur le terrain, ils ressemblent, à mon avis, beaucoup plus à des animaux, à des grands singes, qu'à autre chose. Il y a eu dans ces régions asiatiques, par exemple, pas les régions nord-américaines, mais dans les régions asiatiques, de grands singes que l'on appelle gigantopithèques, dont voici une mâchoire inférieure, gigantaux, comme leur nom l'indique, de grands primates, qui ne se sont éteints qu'il y a quelques centaines de milliers d'années. Alors, quelques centaines de milliers d'années, ça fait énorme, mais pour l'histoire de la vie, ce n'est pas considérable du tout. Et puis, qu'une population des descendants de ces gens-là ait survécu quelque part dans un milieu préservé, dans un milieu un petit peu isolé, ça ne serait pas extraordinaire. Je ne crois pas du tout, par contre, qu'il y ait un rapport, quel qu'il soit, avec l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, c'est un homme moderne. C'est un homme moderne qui a une tête un petit peu particulière, le voilà. Par contre, je suis d'abord très impressionné par les témoignages des populations qui auraient rencontré ce personnage ou un autre. Je suis impressionné par leur cohérence, par la manière dont tous ces gens parlent de ces êtres et de la manière homogène dont ils en parlent. Et tout ceci fait que je continue à avoir un regard très attentif, très curieux à l'égard de ces gens dont j'aimerais un jour rencontrer le premier. Aurons-nous un jour le fin mot de l'histoire? La démarcation entre les faits et la légende semble très ténue. Voyons donc un autre cas où la légende semble tellement dominante qu'on n'y discerne plus aucun fondement. Les vampires. La plupart d'entre nous n'y croient pas. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, à Highgate, près de Londres, les médias ont fait écho à un événement où la réalité semblait dépasser la fiction. L'événement est survenu en 1967, lorsque deux étudiantes pressées de rentrer chez elles ont emprunté un raccourci qui passait par le cimetière de Highgate. Malgré l'ambiance lugubre, Molly et Jane plaisantent avec insouciance. Elles sont alors loin de se douter qu'elles n'oublieront jamais cette froide nuit d'octobre. D'où viennent ces grincements étranges? Soudain, le cimetière leur semble hostile et Jane prend peur. Affolées, les deux jeunes filles courent vers le portail. Quand soudain... Did you hear? Come on, let's go. Terrifiées, Jane et Molly ont l'impression que quelqu'un les suit.
Les vampires ont toujours été parmi nous. Quand je parle de vampires, je parle du phénomène que l'Église décrit depuis des siècles. Une entité démoniaque qui possède des qualités de prédateur et qui aspire les forces vitales des gens, des êtres vivants, pour provoquer leur destruction et leur mort. L'horrible rencontre qu'ont fait Jane et Molly a défrayé la chronique. Peu de temps après, on rapporte d'autres phénomènes incompréhensibles dans le cimetière. Alerté, le révérend Sean Manchester se rend sur les lieux. Des cadavres d'animaux y sont retrouvés fréquemment, vidés de leur sang. Des chiens, des chats et même des chèvres ont été retrouvés complètement vidés de leur sang. Le nombre d'animaux massacrés par ce vampire s'élève à plusieurs centaines. Et cela a déclenché une telle angoisse au sein de la population que les groupes de vigiles se sont mis à garder les animaux. Parfois, ils étaient même armés parce qu'ils étaient très inquiets. Les articles sur les mystérieuses mutilations se multiplient. On commence à parler du vampire de Highgate et certains pensent qu'il y a des victimes humaines. Le vampire, c'est pas le comte Dracula, c'est pas le gigolo, c'est pas le danseur mondain, c'est un être hirsute, abominable à voir, qui sent extrêmement mauvais, qui sort de son tombeau, qui est extrêmement poilu, qui a une peau transparente, translucide, à laquelle les médecins aujourd'hui s'intéressent beaucoup sous le nom d'une maladie connue sous le nom de porphyrie. Les gens qui font de la porphyrie ont dans leur sang un produit en excès qui s'appelle la porphyrine. Le vampire, c'est pas le comte Dracula, c'est pas le gigolo, c'est pas le danseur mondain, c'est un être hirsute, abominable à voir, qui sent extrêmement mauvais, qui sort de son tombeau, qui est extrêmement poilu, qui a une peau transparente, translucide, à laquelle les médecins aujourd'hui s'intéressent beaucoup sous le nom d'une maladie connue sous le nom de porphyrie. Les gens qui font de la porphyrie ont dans leur sang un produit en excès qui s'appelle la porphyrine. On en a tous dans notre organisme des porphyrines, mais les gens qui ont un problème avec les porphyrines, une espèce d'enzyme dans l'organisme qui fait que les gens produisent trop de porphyrine. Ces gens-là ont un excès de porphyrine. Le fait d'avoir de la porphyrine peut donner une coloration rosée aux dents. Et si vous allez dans une lumière fluorescente, ça donne une lumière, des dents qui deviennent rouges, même de rouge pourpre. La peau devient, dans certains cas, soit pâle, dépendamment du type de porphyrie que vous faites, ou encore une allure jaunâtre, avec des traits extrêmement plissés, ridés. Ça fait comme une peau un peu vieillie prématurément. Ces gens-là brûlent souvent au soleil, donc font des cicatrices extrêmement importantes, avec destruction souvent des oreilles, parce que les oreilles sont extrêmement fragiles, des cicatrices au niveau du visage, du nez, la bouche d'ailleurs, qui souvent se rétrécit et se rétracte pour laisser apparaître dans certains cas les canines. Il y a une augmentation des poils, particulièrement du duvet, au niveau des joues supérieures. Et le duvet est très long. Et en général, on dit qu'il est argenté, mais il peut être dans certains cas extrêmement foncé. Et le corps peut se couvrir de poils anormales. Une chose fort intéressante, ces gens-là, lorsque le seul au fait de traitement qui est presque valable, c'est soit de faire des transfusions dans certains cas, autrement dit, la saignée telle qu'il se faisait autrefois, et on améliore considérablement cette condition-là. Ce qui a développé deux choses, les gens qui ont eu beaucoup de poils ont inventé l'histoire des loups-garous, et dans l'autre formule où vous n'avez pas de poils, où les gens ne peuvent pas aller à l'extérieur et ainsi de suite, on a développé l'histoire des vampires, dont l'histoire de Dracula. D'ailleurs, l'histoire de Dracula vient un peu de l'Angleterre. Et si on lit dans l'histoire, il y a des familles en Angleterre, la famille des Stuarts, la famille des Hanover, les rois d'Angleterre, beaucoup de ces gens-là avaient cette maladie-là. Pas celle qui donne des poils, mais l'autre.
Et dans certains villages de l'Angleterre et d'un pays nordique aussi d'ailleurs, beaucoup de gens souffraient de cette maladie-là, ce qui a amené des écrivains à l'imagination extrêmement fertile à l'histoire de Dracula. Alors, les gens ne pouvaient plus sortir le jour parce qu'ils brûlaient. Alors, Dracula, il faut qu'il rentre avant que le soleil se lève. Deuxièmement, l'histoire du sang, c'est qu'on s'est aperçu lorsqu'on saignait les gens, il allait mieux. Alors l'histoire des dents a été inventée. L'histoire des canines, c'est que les bouches se rétrécissaient et les canines n'étaient plus apparentes. L'imagination peut inventer n'importe quoi. Et c'est la même chose avec les loups-garous. Ces gens-là devenaient tellement confus et ressemblaient à des loups, remarquez bien, à cause de tous les poils qui sortaient. Et même la posture de ces gens-là, à l'occasion, pouvait changer dû à des défauts au niveau des os. Ces gens marchaient comme courbés. Alors ces gens-là avaient une attitude de loup. Alors ça a fait peur à tout le monde, y compris les enfants, l'histoire des loups-garous. Je me demande des fois si le bonhomme 7 heures vient pas de là aussi. Les vampires témoignent davantage de l'imagination fertile de certains auteurs en mal de frisson que de la réalité. Une maladie aux symptômes plutôt gênants. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant et même de fascinant, c'est de voir à quel point, dans un contexte culturel donné, en Angleterre surtout, et aussi dans certains pays d'Europe de l'Est, l'imaginaire collectif peut souscrire à une idée, l'amplifier et la perpétuer. C'est ce qu'on est amené à constater de manière bien rationnelle. Mais il faut tout de même se méfier de sa raison. Fort de leur connaissance et faisant fi des descriptions rapportées par quelques observateurs, de nombreux scientifiques ont déjà affirmé de manière assez péremptoire qu'il était impossible que telle bête étrange ou tel animal jugé improbable existe. Et pourtant... L'Alcapi n'était qu'une invention des Pygmées, le gorille des montagnes également, jusqu'à ce qu'un premier spécimen ne soit abattu. Et qui croirait à l'existence d'un tueur à dents de sabre, une sorte de smilodon en liberté dans la savane australienne, si l'on avait la preuve filmée de l'existence bien tangible du tigre de Tasmanie. Ce dernier spécimen connu a été filmé en 1933 au zoo de Hobart. Qui croirait à l'existence d'un serpent capable d'avaler un âne, à part les férus de science-fiction, si l'on disposait de témoignages crédibles et surtout de photos? Cet anaconda géant a été tué dans l'Amazone, un serpent de 40 mètres, selon le journal de Rio. Celui-ci a été aperçu sur les rives de la rivière Modiguacu, à l'intérieur du Brésil. Et lorsque ce serpent d'une longueur présumée de 35 mètres est sorti de l'eau, on a eu recours à l'armée pour l'abattre à la mitrailleuse. Par contre, le mystère du guépard royal, véritable obsession des chasseurs blancs d'Afrique du Sud, a finalement connu son dénouement. Paul et Lena Bottrell ont vendu tous leurs biens, même leur maison, pour poursuivre cette bête légendaire des plus féroces et à la robe rayée, qui s'apparente davantage à celle du tigre, mais qui vit avec les guépards. Le guépard normal, nous le connaissons depuis 5000 ans, et il n'a pas changé. Kublai Khan en avait 1000 dans ses élevages, et plusieurs grands monarques et princes ont fait peindre des toiles et des murales où figuraient des guépards. Et tous ces guépards ressemblaient aux guépards que nous connaissons. Le guépard à la robe tachetée qu'on utilisait pour la chasse et qui n'a pas changé pendant 5000 ans. Or voilà que tout d'un coup, depuis une cinquantaine d'années, on trouve des guépards rayés qui sont très différents. Les Bottrell ont loué un ballon pour poursuivre leurs recherches sans faire de bruit au-dessus de la savane. Ils ont finalement repéré la proie convoitée à la frontière du Mozambique. Finalement, c'est au parc de Kruger que nous avons trouvé un guépard rayé vivant qui était là depuis quelques années, mais que personne n'avait vraiment remarqué. Nous l'avons photographié et filmé. C'est le seul film que l'on connaisse du guépard royal rayé qui court ici en compagnie de guépards tachetés ordinaires. On a émis l'hypothèse qu'il s'agisse d'un hybride ou encore d'une mutation qui provoque l'apparition de cette étrange robe rayée à intervalles de plusieurs générations. Il pourrait aussi s'agir d'une espèce qui a évité l'homme et qui vit dans une région couvrant la Rhodésie, le Mozambique et l'Afrique du Sud.
Il se peut que nous ayons trouvé une espèce animale entièrement différente. Nous ne le savons pas. Et cela suffit à nous motiver à poursuivre notre combat. La chasse à une autre espèce exotique et présumée disparue bénéficie du dernier cri de la technologie japonaise. Nous sommes dans le Fiordland, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Et ces Japonais y cherchent le plus gros oiseau qui ait jamais existé, le mohair. Sa taille dépassait 3,60 m. Les fouilles effectuées un peu partout dans le sud de l'île ont mis au jour des os massifs de mohair. Les squelettes de mohair sont maintenant monnaie courante dans les musées de la Nouvelle-Zélande. Il y avait encore des mohairs vivants à la fin du 19e siècle, semble-t-il, s'il faut en croire une certaine Alice Mackenzie, qui a affirmé en avoir vu sur la plage de Martins Bay en 1883. And I got nearer and nearer until I sat down on the sand behind it. And it was a bluish color, just a faded bluish gray color. À partir de la structure des os du cou et de la tête, les Japonais ont reconstitué par ordinateur le cri du mohair, que des témoins rapportent avoir entendu récemment. Armés de leur enregistrement, les Japonais s'enfoncent dans la forêt, espérant et craignant tout à la fois une réponse de cet oiseau que l'on dit capable de fendre un crâne humain d'un coup de bec ou de le tuer d'un coup de patte. Malheureusement, l'expédition est rentrée bredouille. La plus intrigante de ces recherches d'espèces que l'on croit disparues nous vient des vastes plaines enneigées de la Sibérie. Il s'agit d'une autre bête énorme, le mammouth. Le professeur Vereshchagin tente d'en retrouver un vivant depuis plus de 40 ans. Lorsque je campais au bord de la rivière Gerka, au Yakutia, il me semblait qu'à tout moment, j'allais voir surgir des broussailles la tête d'un gros mammouth avec sa trompe velue et qu'il se dirigerait vers l'une des clairières au milieu des vallons. Ce territoire me semble propice aux mammouths. Au cours de leurs expéditions jusqu'au Yakutia, dans le nord de la Sibérie, le professeur Vereshchagin et d'autres scientifiques ont découvert des os et des défenses de centaines de milliers de mammouths qui semblent avoir trouvé la mort à la suite d'une grande catastrophe inattendue. Le professeur Vereshchagin possède l'un des remarquables spécimens qui émergent à l'occasion du sol gelé de la toundra. Il s'agit de mammouths entiers que la glace a conservés pendant 10 000 ans. Ce mammouth de Vereshchovska a fait une chute dans un ravin et il est mort asphyxié. Il a subi une fracture du pelvis et dans sa gueule on a trouvé de la nourriture qu'il n'a pas eu le temps d'avaler, de l'herbe qu'il n'a même pas eu le temps de mastiquer. On racontait depuis longtemps qu'il y avait encore des mammouths vivants en Sibérie lorsqu'en 1977, des prospecteurs d'or soviétiques ont trouvé un bébé mammouth presque intact. On s'est empressé de le transporter au musée de Leningrad. Mais le professeur Vereshchagin est convaincu qu'il est mort depuis plus de 10 000 ans. La mère a été abattue par des chasseurs. Ce bébé a été blessé à la patte droite par une lance. Il a réussi à s'enfuir, mais il est mort de faim. La découverte de ce bébé mammouth a cependant fait naître un espoir encore plus exotique que la possibilité de trouver des mammouths vivants. La prochaine fois que l'on trouvera un mammouth bien conservé, les scientifiques russes vont essayer de cloner certaines de ses cellules.
Il serait en principe possible de reconstituer un nouveau mammouth vivant à partir des cellules d'un jeune mammouth dont le corps a été conservé intact 10 000 ans après sa mort. La réalité rejoindrait alors la fiction. Il faut être bien audacieux pour affirmer que le Yéti, Sasquatch et bien d'autres êtres étranges et furtifs aperçus ça et là n'existent pas.